La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD presque hebdomadaire qui a fait le plein d'allergènes. Coucou les gens et bienvenue au One A Club. Pour ceux qui découvrent, le One A Club est un podcast où on parle de bande dessinée. Où on est allergique. Où on donne notre avis. Les règles sont simples. Chacun d'entre nous a choisi un album, l'a fait partager aux autres, avec ou sans leur consentement. Et ensuite, nous en discutons. Et si nous sommes tous d'accord pour dire que c'était au top, alors qu'on a des goûts qui n'ont rien à voir, ça devient un coup de cœur. Ce qui est très difficile, surtout en présence de Jérôme. Salut Jérôme. Salut. Comment vas-tu ? Ça va nickel. Voilà, tu nous parles de quoi ce soir ? Moi, de rien. De la ride. Yeah. On the ride again. Pour nous accompagner, dès qu'il aura fini de se moucher, nous avons aussi notre moi, je Tizak. fais l'illustration sonore de ton... Le saxophoniste slovaque Tizak. Tizak Bodjuchev. Alors, Tizak, de quoi nous parles-tu ? Je vais parler d'un bouquin qui va faire un petit peu polémique ce soir, n'est-ce pas ? Débat ? Il n'y a aucune polémique. C'est ça, il n'y a pas de débat. Donc, ça s'appelle Le Dernier Quai. Mon fidèle associé qui est là depuis le tout début, c'est Thio. Et Thio, toi, tu vas nous parler de... Des matins doux. Oh, Ah ouais, c'est ça, c'est beau. Ouais, c'est ça. ouais. Il est là depuis le début. c'est pas et sûr. nous. Et quant à moi, je suis One AP et je vais vous parler de Beowulf. Et pour ça, si on en parle, c'est parce qu'on a la chance d'être soutenu par des tipeurs qui sont sur tipeee.com/lavoixdesbulles et qui nous ont donné un petit quelque chose, une petite somme. Et ces personnes, ce sont Matt Deka, Chevron, Warloff, Stéphane, Cobal qui est parmi nous dans le chat et Boob. C'est un plaisir de nous soutenir. Ça nous permet de nous acheter du matériel, de nous acheter des bières aussi, parce que c'est bien les bières. Ou du Canada Et Dry. du Canada Dry, parce qu'on a décidé de revenir aux années 80, à l'ancienne. La prochaine émission, on fait une soirée Ginny. Rick Lass. Ginny. Le Ginny. Et si vous voulez nous soutenir... Ouais, mais là, il faut du gym alors. Hein. Oh Je non. trouve que Jim et Ginny, tu vois, ça marche Jim et bien. Ginny. Et si vous voulez nous soutenir, Ah, n'hésitez bien pas bien sûr à aller sur ce Tipeee Et du banga, non On en euh, trouve encore du banga à parler de nous autour de Alors, vous. les bongs, Du oui. tang. Les bangs, Le ouais. tang, c'est chaud là quand Le même. hein. tang. Je crois que ça a été interdit par Monsanto, le tang. Voilà. Eh bien, nous allons parler d'une bande dessinée qui parle d'une époque où peut-être que le tang existait déjà. Je ne sais pas. Les Matins Doux, une bande dessinée de... J'ai écrit ça sur mon... Anne-Perrine Couette et Ingrid Chabert. Colorisée par Alessandra Alexakis chez Stenkis pour 20 €. Mon cher Thio. On est en Qu'est-ce donc février 47 et Simone de Beauvoir va parcourir les États-Unis pour répondre à l'invitation de plusieurs universités. Dans ce voyage aux États-Unis où elle ne connaît à peu près personne, une connaissance à elle lui a donné le numéro d'un auteur américain qui s'appelle donc Nelson Algren. Et elle va donc le contacter, il va lui servir de guide. Et chemin faisant, Il va bien la guider. Ouais. il va la guider et ils vont se découvrir et être un peu plus que juste des connaissances. Et ils vont avoir une relation amoureuse. Il va lui permettre aussi de découvrir tout un côté de l'Amérique qu'elle ne supposait pas. Et d'un côté, on va dire, les clubs de jazz, les quartiers, les bas-fonds, on va dire, de certaines villes. Chicago. En Merci. l'occurrence. Et cette aventure touriste va leur permettre de... va être au long cours parce qu'elle va être suivie d'une correspondance et jusqu'à un certain moment. Après, voilà, je ne vais pas non plus... Mais elle était célibataire, Simone de Beauvoir ? Non, elle était en couple Ah, mais avec quelqu'un de connu en plus. avec quelqu'un de connu. Un mec qui fumait pas mal. Albert Camus, c'est ça, non? Jean-Paul Sartre. Sims, voilà. Oh, Polo. JPS, il fumait beaucoup. JPS. Enfin. Donc, ce livre s'intéresse essentiellement à un petit bout de l'histoire de Simone de Beauvoir. Mais ce qui est intéressant, c'est que la rencontre avec Nelson Algren. Excusez-moi, Oui. j'arrive pas avec le casque et les lunettes, ça marche pas pour moi. Avec Nelson Algren, donc ce qui est intéressant, c'est que de leur discussion et échange, on va dire que leur œuvre principale à chacun, Le deuxième sexe pour Simone de Beauvoir et L'homme au bras d'or pour Nelson Algren. Voilà, je suis désolé, là, je connais Vas-y, quand lis tes même. notes. Je lis mes notes, mes pseudonotes. Et voilà, vont être
ils vont échanger entre eux, ils vont se montrer leur script, leur... Ouais, notamment, ouais. Pardon, désolé, c'était trop facile. C'était trop facile. Alors, et en fait, tu montes ton gros script. ce sera autant un échange intellectuel que Voilà, amoureux. là, je suis sur la page. T'es sur la page quand il va nous faire virer de Twitch. Vas-y. Voilà, donc bon, c'est... C'est du dessin. Et donc à chaque fois en fait qu'elle va revenir en fait C'est pas mauvais, à quand Chicago, en tout cas aux États-Unis, et bien en fait à chaque fois elle va retourner voir Nelson Algren. Graphiquement, on est sur un trait qui est quand même assez réaliste. Le dessin m'a pas particulièrement marqué parce que je pense que l'essentiel n'est pas là. Mais en même temps, moi j'ai trouvé ça super intéressant d'avoir ce côté de la vie de Simone de Beauvoir parce que je vous avoue que je ne connaissais, on va dire, que la partie Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre et Jean-Paul Sartre. merci à toi. Jean-Paul Sartre est né. Sartre Jean-Paul. Il était pas fort en sport. T'es pas fort en sport. Mais je trouve ça intéressant pour ça, d'avoir justement un autre côté de la vie de Simone de Beauvoir et de voir justement cette espèce de passion amoureuse qu'ils ont eue ensemble, qui a nourri, on va dire, leur création. Pour parler de ce sujet, je suis accompagné aujourd'hui de deux spécialistes. L'un qui va nous parler du côté un peu historique et littéraire et l'autre qui va nous parler du cul. Donc on va commencer par le historique et littéraire avec Jérôme. Donc c'est pas moi. Jérôme, Quelqu'un m'appelle? qu'est-ce que Mais tu non. as pensé Moi du je voulais parler cul, moi. Je t'en prie, moi je parlerai que. Jérôme, donc qu'est-ce que tu en as pensé? Alors que la liaison entre Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre n'était pas que platonique. C'était une vraie relation, mais une relation assez ouverte en fait. Ouais, c'était très open pour l'époque. C'était assez open pour l'époque. Déjà, ils n'étaient pas mariés. Gauchiste. Oui. Assez proche du Parti communiste d'ailleurs. C'était rappelons-le, très woke quand même tout ça. Et Sartre ne se privait pas aussi pour avoir des petites expériences de son côté. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a un aspect méconnu de la vie de Simone de Beauvoir, comme tu le disais, Thio, avec finalement le deuxième grand amour de sa vie, en tout cas le premier amour physique de sa vie, je pense, et le deuxième amour intellectuel. Mais je pense que physiquement, elle a eu une relation plus intense avec... A priori, ils étaient quand même... Pour avoir écouté un reportage en fait sur le couple Beauvoir-Sartre, ils ont eu quand même aussi à Paris des trucs un peu limite glauques, voire même un peu qui aujourd'hui se passeraient peut-être pas trop, quoi. D'accord, ok. Avec des personnes qui sont restées chez eux, enfin voilà. Ok. Donc on faisait des expériences à l'époque. Voilà, ils étaient très ouverts certes, mais je pense qu'ils étaient aussi un petit peu... C'était un peu malaisant quand même parfois, je pense. En tout cas, ça a été noté comme tel par une des personnes qui l'a vécu. Ah, très bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a demandé à être enterrée avec la bague offerte par... Voilà. Au-delà de ça, sinon, très honnêtement, moi, Nelson Algren, je ne connaissais pas. Et je suis ravi de l'avoir croisé dans ma vie par l'intermédiaire de cette bande dessinée. Je ne suis pas certain de le recroiser plus que ça. C'est ça. Alors, vas-y, notre autre spécialiste. Ça va être compliqué, mais... Après, en plus, je veux dire, je crois qu'ils ont, pour la correspondance, ils ont que les lettres de Algren. Ils n'ont pas les lettres de Simone de Beauvoir. Non. Il n'y a aucune trace, en fait, du courrier qu'elle a envoyé, elle. Donc, puisque Simone de Beauvoir a fait publier les lettres de Algren après, et sans avoir son accord, d'ailleurs, ce qu'il a beaucoup apprécié. Puisque tu veux que je parle cul, écoute, j'ai trouvé que c'était du cul un peu cru, mais juste ce qu'il faut justement pour dépeindre le personnage de Beauvoir, qui sort un petit peu de sa zone auréolée. On voit qu'elle avait quand même une espèce d'aura internationale non négligeable. Elle est accueillie en grande pompe aux États-Unis. Quand elle est sur Paris, on attend la Beauvoir d'une certaine façon. Enfin, ça fait partie de ces gens qui, sur cette époque, avaient vraiment une influence très très forte. Et donc la voir de cette façon-là, extrêmement libérée, finalement à écouter ses petits besoins personnels en faisant fi des règles de bienséance, on va dire, c'est pas inintéressant.
Voilà, je trouve que cet aspect-là, c'est bien. On sort un petit peu des choses toutes mignonnes, toutes mollassonnes qu'on voudrait mettre sur des personnages qui ont justement cette dimension internationale, française. Il faudrait surtout pas les entacher de quoi que ce soit. Là, on est sur quelque chose de très franc, parfois cru, encore une fois. Et j'ai trouvé cette approche assez intéressante. Comme le disait Mathieu, on est sur quand même un morceau assez court de sa vie qui est dépeint. Après, on voit, enfin, on comprend ce qui s'est passé avant et on sait ce qui se passe après. Mais voilà, la partie qui est détaillée est assez courte et très centrée donc sur cette relation avec Algren. Donc voilà, un chouette moment de lecture. Après, j'en garde pas un souvenir absolument impérissable. Voilà. Moi, ce que je garde comme souvenir, très verbeux à certains moments, de façon très inutile, quoi. Moi, je garderai 2 souvenirs. Premièrement, que même si ma fille est dans le collège Simone de Beauvoir, si elle me demande d'en savoir plus sur ce personnage historique, je ne lui passerai pas ce bouquin. Voilà. C'est ça. Voilà, parce que c'est pas les trucs que j'aimerais que ma fille retienne. Et puis surtout, moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'elle est dans une optique très ouverte d'un point de vue couple. Et on voit qu'Algren, qui au début est très open, etc., lui a envie d'aller plus loin, d'avoir une vraie relation qui soit plus standard, plus classique, alors que c'est pas vraiment ce qu'on attendrait. On aurait tendance à imaginer l'américain plus open et la française un peu plus coincée, etc. Et je trouve que cette relation-là est plutôt bien menée et intéressante. Surtout qu'on se rend... Enfin, en tout cas, c'est ce qui est montré dans ce bouquin-là. On a l'impression que malgré ce malaise qu'il y a pour Algren, et aussi pour Simone de Beauvoir aussi, parce qu'elle est un peu gênée, parce qu'elle a envie de garder cet homme dans sa vie, mais elle n'a pas de place pour que lui. C'est un peu sa difficulté. Et lui, il aimerait ça. Je trouve que voilà, ça raconte une histoire de couple qui est intéressante, au-delà des personnalités qui sont traitées. Et ça marche plutôt pas mal. Donc, une belle histoire d'amour aussi. Voilà. Ouais, aussi. Je rejoins un peu Mathieu là-dessus, c'est-à-dire qu'intellectuellement, ils se sont servis aussi l'un et l'autre de leur relation pour nourrir leur travail et leur production. On en reparlera dans la prochaine émission ou celle d'après, je ne sais plus, sur un Cyril Bonin. Mais le relationnel de l'intellect, de l'émotionnel, pour arriver à produire, que ce soit une œuvre artistique picturale ou que ce soit de l'écrit, etc., c'est important. Et là, ça en est une belle illustration. C'est-à-dire que la relation torride entre ces deux grandes figures, américaines et françaises, leur a permis de sortir l'une de leurs œuvres majeures, grâce à tout ce qu'ils ont pu ressentir, se faire mal ou se faire du bien. C'est un des éléments, parce qu'en même temps, Simone de Beauvoir n'aurait jamais écrit Le Deuxième Sexe sans Jean-Paul Sartre, malgré tout. Oui, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est dans la collection Dryade chez Stenkis. Moi, je ne connaissais pas cette collection. Dyade, pas Dryade. Pardon. Dryade, tu as raison. Dyade. Réunion de celtique. Il y a une définition au dos. Réunion de deux principes qui se complètent réciproquement: passion éphémère, amour d'une année, d'une vie, etc., etc. C'est comme Ray et Kylo Ren, alors. C'est ça. Ces amours ont traversé les âges et fascinent toujours autant. Plus que de simples amants, ces couples ont marqué les esprits par leur engagement politique, leur créativité, leur succès, leurs échecs, leurs forces et leurs faiblesses. C'est étonnant et moi je trouve ça un peu étonnant qu'ils fassent un album sur le couple Beauvoir-Algren sans mettre plus au centre et pas Beauvoir-Sartre. Ouais. Ça viendra peut-être dans un je pense que c'était justement ce qui faisait que ça permettait d'avoir un angle qui était plus intéressant et qui avait été moins traité sans doute. Alors, moins traité, c'est sûr. Plus intéressant, je sais pas. Moi, je trouve que justement le fait que ce soit moins traité, ça permettait d'aller sur quelque chose qui n'avait pas été déjà raconté des tonnes de fois, quoi. C'est une approche complémentaire à ce qu'on peut lire d'autres sur ces personnes. Est-ce qu'on lirait vraiment d'autres choses sur... Non, moi non, mais moi je sais pas qui. Il n'y a pas que toi non plus. Donc, Voilà, c'est sûr. Comment ça, il n'y a pas que lui? Donc Les Matins Doux, une bande dessinée qui parle de Simone de Beauvoir et je sais plus quoi, Nelson Algren. Voilà, par Ingrid Chabert au scénario, Anne-Perrine Coué au dessin et Alessandra Alexakis à la couleur chez Stenkis pour 20 €. Beowulf. Beowulf, c'est une histoire dense, c'est une saga mythique que nous conte Zach Wenner-Smith, une célèbre personne pour tout son travail en webcomics principalement. Et il se fait accompagner au dessin par quelqu'un qui est aussi célèbre pour son travail en webcomics, c'est Boulet. Et je crois que même s'il y a écrit Bidule sur les coloristes, je crois que c'est lui qui fait les couleurs aussi. C'est à vérifier. Chez
Albin Michel pour 21,90 €. Albin Michel, en chronique du Albin Michel. Oui, monsieur. Putain, on est fou. Voilà, on a parlé de Simone de Beauvoir, maintenant chronique du Albin Michel. Nous avons élevé notre côté. Et nous allons parler de Beowulf. Beowulf, c'est une réécriture de la légende de Beowulf. Ouais, une vieille. Il y a des super films là-dessus. Hein. Il y en a 2. Il y en a un qui, ce que je comprends, est pas si mal. Et il y en a un qui est pas si. Il y en a un qui, pour moi, est le summum du navet. Ouais. Il fait partie de mon top 5 de tous les navets que j'ai jamais vus. Je n'ai vu aucun des deux. Avec Christophe Lambert. Ouais, de tous les temps. Et c'est vraiment un top 5. Il faut le voir une fois dans sa vie, avec des potes, sinon ça n'a aucun intérêt. Et bourré si possible, parce que sinon c'est. Et avec de la bière, voilà, c'est ça. Sinon ça n'a aucun intérêt. Moi, je ne ferai qu'un geste, c'est celui-là. Oui, voilà, donc. Bref. Pour ceux qui ont vu le film. Le mythe de Beowulf, qui est un mythe très ancien des pays nordiques, qui a été énormément réécrit, modifié, parce que beaucoup par la tradition orale. Et là, donc, Zach Weinersmith se réapproprie l'histoire en la mettant dans le monde de l'enfance. Et en gros, ça nous raconte toute une... comment dire, un héritage de royauté de gamins qui ont créé la cabane parfaite en se retransmettant au fur et à mesure le trône de l'enfance et qui veulent rester des enfants coûte que coûte pour s'en sortir jusqu'au jour où le voisin du coin qui est une vieille ordure, eux, quand il les touche et qu'ils s'approchent d'eux, il les transforme en ados. Et donc, ils perdent tout le rêve et toute la magie autour d'eux. C'est horrible. Mais la brave Beowulf arrive pour essayer de sauver tout ce monde-là. Donc on est sur le côté saga très classique, qui est composé en stance, ils appellent ça, pour reprendre les termes de la saga, on va dire, d'origine, qui vont être des chapitres. Un premier très introductif, qui nous montre toute la lignée des dirigeants de ce royaume de gamins, et ce que chacun a apporté à ce royaume-là. Jusqu'au moment où, bien sûr, tout va partir en vrille et où Beowulf va se révéler. C'est aussi, et là je pense qu'il y a un travail de traduction qui doit être très très dur, parce que c'est écrit il y a une versification de je sais plus quel type, mais qui est un truc assez pointu à ce que j'ai cru comprendre, en tout cas sur la VO, et donc je pense que le traducteur a dû s'arracher les cheveux pour réussir à retenir ça. Si tu me trouves le nom du traducteur, il mérite qu'on le cite. Ça doit être planqué quelque part dans le bouquin. Parce qu'on planque toujours trop les noms de traducteurs. Et pour illustrer ça, c'est Boulet. Donc, niveau bande dessinée, on est sur quelque chose de assez léger. On est plus sur de l'histoire illustrée. Il y a quelques bulles pour quelques dialogues, quelques échanges. Traduction Aude Pasquier. Voilà, Aude Pasquier, bravo, chapeau, parce que je pense qu'il y a un travail de malade. Parce que oui, je suis tombé sur quelques phrases en VO et il y a vraiment la rythmique, la diction, les allitérations qui sont super bien reproduites. Enfin, un travail de dingue. Et là, Boulet se met dans l'illustration. Et Boulet, quand il se met dans l'illustration, il va dans le détail. Il fait des petits traits dans tous les sens. Il fait quelque chose de pointu, de carré, de propre. Et c'est magnifique au niveau graphique. C'est une très très belle réécriture de l'histoire, quelque chose qu'on pourrait lire à ces gamins. Moi, j'ai passé un très très bon moment. Il mériterait que je le relise. Je suis pas sûr que ça reste longtemps dans mes mémoires parce que j'ai une mémoire de vieux. Et peut-être que j'ai été touché par ce sale Monsieur Grindel et que j'ai perdu mon enfance. À vous. C'est bien de me regarder, mais si je suis le seul qui ne l'a pas lu. C'est ça. Je dis à vous. Je regarde. Ok, alors du coup j'y vais. Moi, j'ai adoré. Voilà, le trait de Boulet, je le trouve absolument magnifique. Il est précis, il est puissant, il est brut, et en même temps il est soigné. Je le trouve superbe. Un peu caricatural. Et beaucoup même, mais bon, oui, ça va dans le jeu récit. Ça va dans tout le... Enfin voilà, il faut lire l'histoire, mais il n'y a aucun souci, c'est exactement... On est dans la caricature, de toute façon, on est dans la légende, on est dans le mythe. Donc il faut que les choses soient caricaturales. Avec des objets d'enfants. Avec des objets d'enfants. La versification est... voilà, on pourrait prendre n'importe quelle phrase... et qu'est-ce que j'ai là comme... Vas-y, n'importe laquelle. Roger, le constructeur de cabane, à qui fut prêté le serment il y a longtemps, s'est vu menacé et couvrir de honte par le fracasseur de votre forteresse. Si ta langue avait été aussi affilée que
lance avait été aussi affilée que ta langue, l'assaillant de l'altière salle n'aurait pu sévir en ces lieux. C'est la classe, quoi. Tu vois, tu sens le beau discours. Donc ouais, toi, à fond. Et moi, je suis à fond. Alors, je suis à fond pour plein de raisons. Déjà parce que je me suis laissé embarquer par cette histoire, parce que je la connais un peu, non pas que parce qu'il y a eu un navet absolu, mais que j'ai eu le malheur ou le bonheur de regarder avec des potes, mais aussi parce que la première réédition qui l'a fait connaître en Angleterre a été écrite par Tolkien. Donc, pour un amateur de Tolkien, ça fait partie des choses qu'il faut savoir. Et il y a d'ailleurs une postface qui est magnifique. Très jolie postface, oui. Très jolie postface, très éclairante sur l'ouvrage d'origine, sur cette épopée qu'est Beowulf. Donc voilà, moi, elle restera dans mes mémoires parce que franchement, j'ai adoré cet album. Que dire de plus? Ouais. Non, enfin, moi, alors comme tu disais, sur Boulet, moi j'ai beaucoup aimé le trait parce qu'il y a beaucoup de passages qui m'ont fait penser. Le monsieur Grindel me fait penser au méchant enfin, pas au méchant. Me fait penser en fait au visuel de The Wall, du film Pink Floyd. Ouais. Pas la partie live, mais la partie dessinée, où justement tu as une sorte d'escogriffe, les grands personnages avec des longues jambes. Enfin, et Grindel, il m'a fait de suite penser à ça. Le personnage de L'étrange Mr. Jack et tout ça, comment il s'appelle, le réalisateur? Tim Burton. Enfin, c'est pas Tim Burton qui produit, mais c'est pas lui qui l'a fait. Enfin, Henry Selick. Ok. Merci. Mais c'est le graphisme de Burton. Hein, okay. Mais ouais, non, Beowulf, j'ai été un peu perturbé au début par le phrasé, clairement, parce que voilà, quand on parle du serment de la grande table et que chacun fait son petit truc. Et se retrouver dans un monde d'enfants qui du coup en fait est une sorte de monde, une orgie de bonbons et de trésors en tout genre, tous plus sucrés l'un que l'autre, mais tout fonctionne et je me suis vraiment régalé en fait à lire cette espèce de cette épopée où tu as le combat avec du coup le combat contre les ados dans la mare. Putain, il est épique, quoi. Ouais, c'est ça. Franchement, ouais, c'est vraiment un vrai truc de bonheur que tu découvres comme ça, quoi. Donc Beowulf, non, franchement, à recommander. Donc Beowulf, je sais pas, par contre, moi, la question que je me pose, c'est j'arrive pas à savoir s'il est jeunesse, tout public, qui marche pour nous parce qu'on a un regard d'adulte sur cette enfance qu'on a perdue, hein, quelque part. S'il marcherait autant chez les gamins. Alors, moi, je l'ai fait lire à ma fille qui a 16 ans, qui l'a trouvé super intéressant. Mais c'est une littéraire, mais un peu verbeux. Un peu difficile à suivre. Ouais, c'est le côté verbeux qui est... Un peu difficile à suivre au niveau des tournures de phrases. Mais en même temps, elle a trouvé ça hyper intéressant et la postface hyper intéressante. Après, tes enfants, je ne sais rien. Si tu leur lis, qu'est-ce que... Après, oui, mais intéressant, ça ne veut pas dire bien, tu vois. Oui. Non, mais si, elle l'a trouvé. Voilà. Elle l'a trouvé en résumé, bien. Si vous avez des enfants teubés, laissez tomber, quoi. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un coup de cœur. Non, je ne l'ai pas lu. Moi, le problème, c'est que c'est le genre. Tape les deux, ça, l'une contre l'autre. C'est le genre de bouquin où c'est très difficile pour moi, parce que c'est le genre de coup de cœur, je dirais, à retard. C'est le genre de bouquin, c'est quand tu le revois plus tard, tu te dis putain, mais en fait, il était vraiment trop bien. Je saurais pas le mettre cash comme ça, parce que il y a des trucs, tu vois, qui me font que j'ai bien aimé, mais où justement, alors, après on attend le tome 2. On attend l'émission d'après. Est-ce que tu veux Je pense qu'il faudrait quand même qu'à un moment donné, tu en parles à quelqu'un. Ouais, je sais. Parce que tu as une sorte de procrastination du coup de cœur, qui à mon avis est intéressante à traiter avec un spécialiste. C'est analysé. Non, au premier jet, je peux pas le mettre. Alors, non, sur un tome 1, je peux pas parce que je préfère attendre la suite. Mais là, c'est un one shot. Sur un one shot, j'attends le deuxième tome. J'attends la deuxième lecture que je ferai dans 5-6 ans. Peut-être jamais, parce que j'ai trop de bouquins. Mais pourquoi tu fais ça, quoi? Je veux dire, non, mais... C'est comme ça, je sais pas. Mon cœur a ses raisons que la raison. Il aime bien avoir une to-do list, tu sais. Il a une liste et dedans, il rajoute. Alors, vérifiez le coup de cœur dans 5 ans. Ça reste un excellent bouquin. C'est Beowulf par Zach Vannersmith. T'aurais mis un coup de cœur, Moitié, un petit moitié. Tu vois, chez Albin Michel pour 21 €. Oui, mais moi, je te dis pas que j'aurais dit à la deuxième lecture, tu vois. Et 21,90 € pour l'épaisseur et le poids qu'il fait, là, pour le coup. Franchement, ça presque Tizag pour investir dedans. Pas assez cher, mon fils.
Bon, on va rentrer dans le vif du sujet avec le dernier quai par Nicolas Delestré au scénario, au dessin et à la couleur chez Grand Angle pour 23,90 €. On va se calmer tous. Hein, là, ça va friter. Allez, c'est parti. C'est un gros livre. C'est sélectionné par Isaac. Et qu'est-ce que tu en as pensé, mon cher Isaac? Déjà, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, moi, je vais pas s'emmerder avec le pitch, tout ça. Moi, je mets un coup de cœur. Et voilà. Tu sautes des étapes, là. Ouais, je voulais juste voir comment est-ce que vous alliez réagir à cette annonce brutale. Et voilà. Maintenant, je vous laisse vous battre et je vais me faire un café. Tu sais qu'il y a ton temps qui tourne, là. Ouais. Donc, Émile est pas image et maître d'hôtel. Tous les matins, il commence sa journée par une petite routine bien ficelée. Le tic-tac du réveil le tire de son sommeil à une heure bien précise. Il fait sa toilette, il s'habille, se coiffe. Tous les gestes sont réglés comme du papier à musique. Cette monotonie le rassure, lui fait du bien, il fait son métier, il le fait bien, il prépare ensuite le petit déjeuner, il vérifie le registre pour retenir les chambres et les noms des clients. Après ce petit cérémonial, c'est enfin l'heure pour Émile d'entrer en scène. Il attend les clients à la sortie du train, il les accueille comme il se doit. Puis il leur explique la raison de leur présence. Ils sont morts. Merde. Bienvenue. Une chambre leur a été attribuée. Dans celle-ci, des souvenirs sont disposés. Ils ont un temps imparti pour faire le point sur leur vie, affronter leurs regrets et, si possible, essayer de gagner leur place, on va dire, au paradis. C'est pas si... Ouais. Ceux qui réussissent partent dans un autre monde. Ceux qui échouent, sont aspirés par les ténèbres. Ils sont condamnés à hanter la forêt proche. Émile recommande d'ailleurs aux clients de ne pas prêter attention aux hurlements des âmes errantes, de ne pas se rendre dans la forêt. À chaque nouvelle arrivée, Émile réussit à accompagner ses clients, mais parfois, il échoue. Et un matin, il oublie de se réveiller. C'est la panique. 3 personnes sont arrivées. Pourtant, il n'y a pas eu de train. C'est étrange, c'est bizarre. Ils n'ont pas de souvenirs non plus dans leur chambre non plus. C'est étrange, c'est bizarre. Que sont-ils? Que font-ils là? Qui sont-ils? Voilà ce que l'on va découvrir à la lecture. Donc, Nicolas Delestré, après La Maison aux souvenirs, explore de nouveau la thématique de la mémoire, du poids des souvenirs, sous une forme cette fois-ci différente. C'est un one-shot qu'il commence par une situation qui semble un petit peu ordinaire, un maître d'hôtel avec ses petites habitudes, son petit train-train, qui s'apprête à recevoir de nouveaux clients. Mais très vite, on comprend que nous évoluons dans un univers fantastique. Les clients sont morts, l'hôtel est une sorte de purgatoire, un endroit où ils devront réussir à se réconcilier tout d'abord avec eux-mêmes, mais aussi éventuellement avec le mal qu'ils ont pu faire à autrui, pour continuer leur voyage sans être aspirés par les ténèbres. L'entrée en matière est vraiment réussie. Au bout de quelques pages, le lecteur bascule dans une autre atmosphère, plus pesante, plus angoissante. La légèreté et la bonne humeur d'Émile font place à une situation beaucoup plus étrange, beaucoup plus stressante, où tous les personnages ont perdu leur repère. Celui qui est censé servir de point d'ancrage, c'est Émile, et lui-même dérive. L'album est très prenant, il nous titille un peu notre curiosité, il nous pousse à tourner les pages pour connaître le fin mot de l'histoire. Même si la fin reste peut-être un poil convenu, l'auteur a créé quand même un monde assez atypique avec de nombreuses références cinématographiques, beaucoup de travail sur les cadrages, sur les ambiances, etc. Le trait est assez rond, il apporte pas mal de douceur, même si sur certaines scènes, dans les bois notamment, il y a le petit frisson dans le dos qui est là. Donc pour moi, cette bande dessinée est très réussie. Elle questionne sur plusieurs sujets lourds, le deuil, le rapport aux souvenirs, l'honnêteté envers soi-même, la volonté de s'occuper des autres pour fuir sa propre situation, son propre aveuglement, etc. Bref, un bel album qui nous transporte, nous interroge sur nous-mêmes. Je ne peux que le conseiller. Oh, Thio. Bah écoute, moi j'ai pas vécu ça comme un passage au purgatoire, ce livre, contrairement peut-être à d'autres, mais moi j'ai vécu ça, voilà, déjà bon, un trait quand même qui est très... Oui, qui est très Miyazaki, je trouve. C'est les températures qui montent et qui descendent. Ça, c'est l'anthropologie. J'ai une veste très très épaisse et soit j'ai trop chaud, soit j'ai trop froid. C'est très chiant. Un trait qui est assez Miyazaki quand même, oui. Miyazakesque, je sais pas comment. Voilà. Et qui du coup m'a beaucoup parlé au début. Cette petite routine qu'ils installent et le fait que du coup tu vois les gens qui essayent de faire le point sur leur vie dans ce purgatoire avant de soit sombrer dans les ténèbres, soit de continuer le voyage et d'aller vers la lumière. Alors certes, si on est totalement athée, du coup, je trouve que la parabole biblique peut-être peut mal passer pour certains, hein, je l'entends, surtout dans une société laïque comme la nôtre. Après, moi, j'ai passé vraiment un super moment. Je me suis régalé de l'histoire d'Émile et du fait que il a fallu lui tirer les vers du nez pour trouver sa culpabilité, ce qui faisait qu'il regrettait. Et c'est intéressant, je trouve. Le scénario, j'ai trouvé bien, le dessin aussi. Et pour moi, c'était vraiment un vrai coup de cœur, le dernier quai.
Je tiens à préciser que Randall Flagg a déjà un coup de cœur, je me permets de le dire, sur la couverture avec le petit cul qui trempe dans l'eau. Parce que Tizak aime beaucoup quand le cul trempe dans l'eau. Moi, j'ai trouvé ça superbe. J'ai eu une petite frayeur au début de l'album parce que le premier revirement de situation, on va dire la première révélation, vous savez, j'aime bien essayer de deviner les trucs, je l'ai vu venir. Et ça faisait longtemps qu'il ne m'avait pas vu. Je sais, je l'ai vu venir. Et là, je me suis dit, bon, ça va être un peu convenu, un peu facile. Mais le traitement, justement, malgré quelque chose que j'attendais, cette révélation arrive assez vite dans l'album. Et le traitement de la suite est vraiment très réussi. Ça marche superbement bien. On a une sorte d'enquête, de jeu d'énigmes sous tension, avec de la pression, du stress, de l'émotion, des personnages qui sont tous aussi attachants les uns que les autres. Quelques trucs, tu dis, il y a des trucs bizarres. Et puis quand tu comprends, tu fais, ben ouais, mais pourquoi j'y ai pas... Enfin, j'aurais dû y penser plus tôt, justement, à celui-là aussi. C'était une évidence à bien y réfléchir, au niveau des personnalités de certains personnages, justement. Ouais. Et je me suis vraiment pris au jeu, surtout que dès le départ, le dessin, je l'ai trouvé superbe. Le travail sur la narration, sur le jeu, sur les cadrages, comment utiliser... Ça reste assez classique, hein, mais... Même si c'est classique, c'est peu utilisé de faire un cadrage avec des tonnes de cases pour montrer une routine, quelque chose qui est régulier, etc. et qui va revenir au fur et à mesure de l'album, mais ensuite partir sur des choses qui explosent plus dès qu'on arrive sur des phases d'action, où on va avoir plus une narration très moderne au niveau du découpage. J'ai passé un excellent moment, c'est un excellent album auquel je validerai ce coup de cœur. Maintenant, c'est au tour de Jérôme de parler. Vas-y, Jérôme. Non, mais je vais pas le flinguer. Mais tu peux ne pas avoir eu de coup de cœur, t'as le droit. Il suffit de dire. Moi, je mets pas forcément un coup de cœur pour que tout de suite, voilà, on vous fasse un procès d'intention. Alors, Miyazaki, incontestablement, c'est certain. C'est le traitement graphique pour moi est assez classique. C'est chouette, voilà. C'est pas un graphisme qui m'a transporté. Mais après, on a beaucoup d'albums aujourd'hui qui ont ce traitement graphique-là, je trouve. Il y a un peu de Tezuka, je trouve. Par contre, un découpage assez réussi. Certains nez pointus à l'inverse. Et l'absence de tour de case est assez réussie. Après, moi, ce qui m'a un peu gêné, c'est que effectivement, moi, je l'ai vu arriver trop longtemps à l'avance. Voilà. Il sort de mon corps. Oui, s'il te plaît. Ah oui, je préférais pour toi. Maintenant, c'est une belle histoire, assez classique finalement dans son traitement pour moi. Je suis désolé, assez classique dans son traitement. Voilà. Maintenant, très, très clairement, c'est un bon album. C'est pas un album qui, moi, m'a transcendé. Pied disait tout à l'heure pour Beowulf, je sais pas si je m'en rappellerai alors que moi, clairement, celui-là, je sais pas si je m'en rappellerai. Mais c'est pas grave, c'est un bon album. J'ai passé un bon moment à le lire. Très clairement, moi je m'oppose pas à un coup de cœur. Voilà, c'est pas mon album de la soirée. Mais tu n'as pas à t'opposer, ton avis compte. Tu sais, on va pas l'ignorer. C'est donc un coup de cœur à l'unanimité. Déjà, je vais répondre à Randall. Je vais répondre vraie question. Oui, on peut lire si on n'a pas lu le premier case. On comprend tout. On peut le lire, il n'y a pas de souci. Ça marche très très bien. Mais je suis sûr que Nicolas Delestré a sorti ce titre-là pour éviter que tu penses qu'il peut y avoir un tome 2, Pierrick. Donc tu comprennes bien qu'on est arrivé en fin de cycle, tu vois. Et pour un coup de cœur, il ne faut pas attendre la suite. Parce qu'il nous écoute. Il m'avait déjà eu avec Y, le dernier homme. C'est enfoiré. Ça marche à tous les coups. Pourquoi il n'y a pas Z ? Non, ils n'ont pas sorti. Non, parce qu'ils n'ont pas eu les droits d'édition pour aller plus loin. Ça n'a pas assez bien marché. Pour Z, c'était pris par Franquin. C'est vrai. Donc le dernier quai. Donc pas de souci pour un coup de cœur, les gars, hein, pas de problème. Au dessin et à la couleur par Nicolas Delestré. Moi, je ne peux que vous dire de le lire et puis vous mettrez un coup de cœur dans les commentaires. Un très très bon album. Allez, on repart sur la route. Avec La Ride. La Ride, une bande dessinée de Simon Boileau et de Florent Pierre. Oula, j'ai d'Argaüde. Qu'est-ce qui se passe ? J'essaie de prononcer toutes les lettres comme vous faites pour La Ride. Donc Simon Boileau, Florent Pierre chez Dargaud pour 18 €. Qu'est-ce donc ? Une BD autobiographique. Je fais mon hongrois, excusez-moi. Vas-y. Parce que Simon et Florent sont amis de longue date. Ils vivent tous les deux à Paris, mais séparés par leur choix de vie. L'un vient d'intégrer une grande boîte inspirée de la Silicon Valley, l'autre passe ses journées à parcourir Paris comme livreur en vélo.
Bon, évidemment, la vie semble les écarter jusqu'au jour où Simon percute qu'il a déjà pédalé suffisamment pour arriver à Katmandou. Bon, à partir de là, c'est la goutte de trop, la vie a plus à lui offrir. Il va faire appel à son confrère et ils se mettent en selle sur un coup de tête, enfin presque, avec le minimum nécessaire selon Simon et toutes les précautions possibles d'après Florent. Donc autant dire qu'on n'est pas tout à fait sur le même état d'esprit. L'un par l'esprit léger, épris d'insouciance, l'autre en quête de découverte, cherchant à oublier la capitale et la Startup Nation. Pour y parvenir, ils ont 5 jours pour rejoindre la Bourgogne natale de Florent avant de rentrer en train sur Paris. Mais la nature des grandes aventures est toujours de finir par faire changer ses plans et les voyageurs. À fleur de guidon, ouais je sais la blague est nulle. On a fait pire. Les amis s'enfoncent dans la France profonde, pédalant sans relâche. Évidemment, ils vont croiser sur leur chemin un bon nombre d'images familières, des villages fantômes, des cyclistes pros pas franchement marrants, des chasseurs ayant un peu exagéré avec leur écart, un ange gardien monté sur un tracteur. Avec beaucoup d'humour, nous les suivons sans relâche au fil des pages d'un album qui se lit le sourire aux lèvres et les yeux pleins de soleil. D'ailleurs, j'ai pas ouvert l'album parce que je peux pas lire et en même temps tourner des pages. Ouais, mais l'envoi est parti. Voilà, et ton... Ouais, c'est ça. Ouais, ton aide de camp t'a quitté. Le duo nous offre ici un récit sur le besoin d'aventure. Il a changé de caméra. Pardon. Ouais. J'ai changé d'endroit. Le duo nous offre ici un récit sur le besoin d'aventure et l'importance de surmonter les défis afin de s'émanciper du quotidien. Bon, en même temps, ça passe par des mollets bien gonflés chez eux. Sans oublier de nous livrer un beau récit de camaraderie entre deux amis unis par leur soif de liberté. Simon Boileau et Florent Pierre ont remporté en 2020 le prix de la BD numérique au FIBD, donc au Festival International Angoulême, avec le premier jet de ce qui allait devenir cet album. Ils ont une véritable maîtrise du tempo narratif et de la composition, et ils nous séduisent par le biais de dialogues simples mais subtils. Le tout porté par une esthétique proche des studios d'animation contemporains, renforcée par un trait fin et clair. À tes souhaits. C'est cette place qui fait éternuer. Hein, c'est... Et tout le monde est allergique à Jérôme. C'est ça. Et j'avais entendu un commentaire rigolo sur cet album. Attention, la lecture de cette BD est dangereuse. Elle peut vous donner l'idée de sauter sur votre vélo, de tout plaquer pour partir sur les routes à votre tour, en quête des grands airs et d'un retour aux sources. Et je trouvais ça rigolo. Avec la petite nuance qu'à chaque départ, il faut associer un retour. Et que parfois le retour n'est pas toujours facile. Bon, voilà. Pour moi, c'est une très belle découverte, un bel album, léger, frais. On accompagne les gars, on a envie d'être avec eux et on a envie surtout d'être à leur place, en fait. Ouais, joli album. Thio. Voilà, tu peux parler dans le micro de. Tu peux cracher dans le micro de. Ouais, j'ai craché dans le micro de Isaac. Un beau voyage. Un beau voyage qui tu peux. Un beau voyage. Moi, j'ai bien aimé le dessin parce que du coup, c'est assez simpliste. C'est un peu grogné des fois des moments. Et c'est vrai que voilà, du coup, dès que tu parles de voyage, forcément, c'est des rencontres, c'est de changer ton quotidien, d'aller vers autre chose. Et c'est un petit bouquin sympa. Alors certains diront peut-être que c'est en ce moment, c'est la BD Feel Good qui te permet de tiens, je vais partir en voyage, tiens, je vais me faire la route Stevenson, tiens, je vais aller me balader. Une BD qui ne manque pas de sel. Exactement. Merci Randall. Voilà. Non mais il en enchaîne plein, je veux dire. Mais je vais pas tous les lire. Malgré les critiques des rayures. Ah ouais, c'est un festival Randall en fait. Donc Randall nous dit un bon album malgré les critiques des rayures, un dessin qui remplit bien le cadre et un auteur qui en connaît un rayon. Vas-y, poursuis. Voilà, ça c'est fait. Si tu en as une autre Randall, c'est le maintenant. Non, elles sont pas mal. J'aime beaucoup celles sur les critiques derrière. Après, c'est une vraie histoire à plusieurs vitesses, je trouve. Oui. Parce que du coup, tu es quand même à la fois sur un rythme lent, parce que tu profites du paysage, puis tu as le rythme rapide aussi, où justement tu vois défiler les gens que tu ne veux pas vraiment voir. Quoi, tu vois, moi, j'ai trouvé que c'était... J'ai trouvé que c'était un album très sympa. Alors j'ai découvert à la fin, justement, tu parlais du côté numérique, que ça avait été... il y avait une première version apparemment qui était sortie dans Matin, qui est une publication journalière de Dargaud, en référence à Pilote, sur Instagram, où il y a plein de séries un peu... traits d'auteurs très jeunes, contemporains, qui traitent beaucoup de sujets de société très jeunes et contemporains, justement. Et ouais, le sujet était intéressant voilà, comment on se fait cette parenthèse, comment on part. Et moi, ce qui m'a vraiment le plus plu, c'est le côté graphique.
Excusez-moi, une autre blague de Randall. Je crois que j'avais dit une connerie, puis d'un coup je me suis dit, non, mais c'est vrai qu'il y a Randall dans le chat. Ouais, donc en gros, graphiquement, je trouve qu'il y a une approche sur le travail de la couleur, sur le travail du dynamisme, de la déformation des traits, des visages, des personnages, qui est empli d'énormément de personnalités et qui marche super bien. Quand il faut la course avec les vrais cyclistes. Putain. Le visage en gros plan, juste l'œil, c'est l'œil du tigre. Quoi. L'œil du tigre, voilà. Et, franchement, ça marche. Cette scène-là marche super bien. Et les couleurs, c'est très expressionniste. On y va vraiment, on en fait des tonnes. On exagère tout ce qu'on peut au niveau du trait, de la couleur, etc. Et ça marche vraiment super bien. Non, j'ai passé un très bon moment, fait un beau voyage. Et effectivement, on se dit pourquoi pas de temps en temps une petite parenthèse. Ça peut être sympa. Un album qui m'a bien plu. Et puis on va finir sans l'avis de Thierry parce qu'il a décidé de se casser, puisque c'est comme ça. Il a fait une Orban. Voilà. Mais il l'avait lu au moins. Oui, il est noté comme l'ayant lu, je crois, à moins que j'ai pas coché la bonne case et que c'est. Si, il l'avait lu. Ouais, il l'avait lu. Donc c'est La Ride, une bande dessinée qui est publiée chez Dargo pour 18 € par Simon Boileau et Florent Pierre. Bravo les gars. Un œil. Je pourrais peut-être me poser des questions et aller répondre de l'autre côté. Ouais. Je change de pièce après. Ouais. Là, il est en train de purger ses amendes. Donc on est. Donc, je vais repartir sur un vieux classique. Vous connaissez peut-être le jeu F0. Ça vous rappelle vos jeunes années. J'étais pas sûr parce que du coup, il y a 99. Pas du tout. Moi, ça me parle pas du tout. Il y avait le 99 derrière. Je me suis dit, non, c'est le 99, voilà. 99 qui change tout. Donc, F0 était un jeu sorti sur la Super NES, qui est un jeu de course, qui était un jeu de course de vitesse, etc., qui cartonnait sur Nintendo. C'était un des jeux qui a vraiment cartonné, qui a eu quelques suites sur les consoles suivantes, mais qui a été un petit peu délaissé par Nintendo, aux grandes dames de beaucoup de gens qui aimeraient bien voir une suite. Mais il faut avouer que un jeu de course cool entre potes, le Mario Kart, a bien pris la suite. Mais Nintendo a eu la surprise il y a quelques mois de sortir F-Zero 99. Alors la série des jeux 99, c'est des séries de Battle Royale, entre guillemets, qui sortent sur Nintendo, qui sont souvent gratuits pour les trucs de base. Il y a eu un Tetris 99, il y a eu un Mario 99. L'idée, c'est qu'on ait 99 joueurs à jouer en même temps, et à la fin, il n'en reste qu'un. Et donc sur F-Zero 99, c'est un peu le cas. C'est le truc de Lille, là, c'est comment ça s'appelle? Battle Royale. Non, mais tu sais, le jeu préféré des jeunes, là. Le jeu préféré des jeunes. Mais oui. Squid Game. Ton gamin, il y joue. Gaël, il y joue. Fortnite. Oui, mais c'est un Battle Royale, ça, c'est le même genre, entre guillemets. Sauf que là, c'est du jeu de course de vaisseaux. Donc, globalement, on retrouve un peu le même principe. Les vaisseaux ont de l'énergie. Quand ils se cognent, ils se font des dégâts. Quand tu pousses les autres, tu peux les poser sur les bords du terrain qui te font des dégâts aussi. À chaque tour, tu as un endroit où tu vas pouvoir reprendre un peu d'énergie. Avec quelques petites trouvailles pour renouveler un peu le genre, gérer un peu tes boosts, etc. En gérant... tu peux attraper des petites pastilles qui te donnent de l'énergie, qui vont te pouvoir gérer des boosts, qui vont te permettre aussi de prendre des raccourcis sur le terrain à certains endroits. Et c'est vraiment prenant, ça marche bien. On sent quand même que le jeu reste un petit peu exigeant au niveau du F-Zero de l'époque. Je sais pas si tu y avais joué, toi qui étais plus jeu de caisse que moi. J'y avais joué au F-Zero, mais je sais que là, du coup, le F-Zero 99, non, pas du tout. Voilà. Donc, il est sur la Switch. Tu peux aller piquer celle de ton fils. Et franchement, il marche plutôt pas mal. Moi, j'ai fait quelques parties. Alors, au niveau du graphisme, on est vraiment sur ça. Ils ont gardé le côté rétro. Okay, ils ont gardé vraiment le côté rétro. Et ça a son charme. On reconnaît, on a l'impression d'avoir le mode 7 de la Super Nintendo, tu vois, ce mode qui avait par cet effet de profondeur et qui donnait des impressions de vitesse de dingue. Voilà, après, il y a eu Wipeout qui est sorti sur la Play, et donc F-Zero a un peu disparu. Mais c'est la même idée. En tout cas, voilà, ça marche bien. Ça permet surtout d'avoir ce que j'apprécie des parties courtes. Tu peux te faire un petit run, tu lances ta console, tu joues 5 minutes, tu te fais une petite course. Tu te fais vite fracasser parce que très vite, tu rencontres des gens beaucoup plus forts que toi. Il y a un petit système qui te permet de rencontrer des joueurs à peu près de ton niveau aussi. Et ce que j'ai surtout apprécié, c'est que tu sens que tu progresses quand tu joues. C'est-à-dire que tu finis par comprendre les petites techniques. Tu as plein de petits conseils qui sont donnés sur les écrans de chargement qui sont très courts, parce qu'il n'est pas très gourmand, je pense, en termes de jeu. Le temps de chargement, c'est juste quand tu attends que tous les joueurs arrivent. Puis bon, une course à 99 joueurs où tu peux te rentrer dedans, pousser le gars dans le décor, etc. C'est plutôt fun. Moi, si vous avez une Switch, essayez. Il y a une version, il me semble, gratuite globalement. En tout cas, si vous êtes abonné
au pass de la Switch, ça marche aussi avec. Il me semble y avoir des niveaux en plus. Voilà, F099, moi que j'ai bien aimé. Et si vous voulez, je pourrais vous montrer. C'est cool. Eh bien, cette émission est finie. Et pour finir cette émission, nous accueillons Tizak qui nous rejoint après avoir zappé. Parler de la ride. Oui, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Voilà. T'as pas aimé ? Non, en plus, je l'ai plutôt pas trop mal aimé. Après, c'est pas un sujet qui me porte particulièrement, mais c'est un bouquin qui est bien fait. Mais tu as raté plein de jeux de mots de Randall, et ça, rien que ça. Non, t'inquiète pas, je vais tout lire. Il va tout lire. On peut lui faire confiance. Oh putain, merde. Ah oui, une BD qui ne manque pas de sel. T'inquiète de rien, j'étais sur le coup. Donc, merci de nous avoir écoutés. Si vous êtes dans le chat, comme Randall et Cobal, attendez quelques minutes. On va revenir pour une prochaine mission. Sinon, on revient. Que les prochaines émissions sont bien en plus. Ouais, on revient la semaine prochaine. Et puis, nous, on a passé un très bon moment en votre compagnie. Merci encore, Randall, de nous accompagner et d'avoir un humour bien au-dessus du nôtre. Merci à Cobal d'être arrivé le premier. Voilà, c'est pas évident pour être le premier. Et moi, j'adore la dernière blague de Randall, blague d'informaticien. J'ai pas la touche F0 sur mon clavier. Oui, c'est F0, c'est une bonne blague d'informaticien. Non, moi je. Ok, pas mieux. Hein. Celle-là, je passe. Moi, Ça devait faire un F12 quand même. Là, les gars, t'as pas F0. Ouais. Bon, on passe et on dit allez, au revoir les gens et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Bye, bye. Ah ouais, ils sont où ?